Les travaux se poursuivent et la parole est à Monsieur Pascal Popelin, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de législation et d'administration générale de notre République. Bonsoir. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, il y a 5 mois, nous entamions l'examen de la réforme des modes de scrutin locaux qui traduisait, parmi d'autres textes, l'ambition du gouvernement et de la majorité de moderniser la vie territoriale de notre pays. Nous proposions d'introduire dans ce texte un cadre clair et transparent de nature à permettre au pouvoir exécutif de procéder à l'indispensable redécoupage des cantons dont les contours très historiques dérogeaient par trop au principe d'égalité devant le suffrage. En plaçant le critère démographique au cœur de ce travail de remodelage, nous faisions le choix de la neutralité et de la prudence juridique. Nous nous conformions aux exigences posées par la Constitution et par la jurisprudence de plus en plus stricte du Conseil constitutionnel. Nos collègues de l'opposition avaient alors pris le parti de multiplier les mauvais procès, avec panache parfois, endurance toujours, mais aussi une copieuse dose de mauvaise foi. Ils s'étaient ainsi émus à l'unisson de la répartition. Ils s'étaient aussi émus à l'unisson de l'interprétation trop sévère, inflexible, que nous faisions à leurs yeux de la jurisprudence selon laquelle il ne peut être dérogé aux critères essentiellement démographiques de tout découpage sur le territoire de la République française que de manière ponctuelle, dans des limites n'excédant pas plus ou moins 20% d'écart par rapport à la population moyenne des circonscriptions électorales concernées. Dès la première lecture, M. Marlex résumait ainsi la pensée dominante de l'ensemble de l'opposition, je le cite, « Vos arguments consistant à dire que la jurisprudence constitutionnelle vous contraint sont inexacts, vous en faites une interprétation exagérée. En toute conscience, vous savez que vous avez la possibilité juridique de dépasser ce seuil de 20%, il faudra bien que nous vous entendiez aujourd'hui ou demain. » Mes chers collègues, nous vous avons effectivement longuement entendu vous obstiner dans ce déni de la réalité juridique. Force est de reconnaître que la décision du Conseil constitutionnel du 16 mai dernier, que vous aviez vous-même saisie, rappelle à chacun une réalité qui s'impose à tous, qu'il s'agisse des modalités du futur découpage cantonal ou de la répartition des conseillers de Paris. En décidant de censurer la nouvelle clé de répartition proposée pour la capitale, mais aussi le tableau de 1982, le juge constitutionnel ne fait en effet que durcir davantage sa jurisprudence. Le Conseil constitutionnel nous invite à aller jusqu'au bout de la logique que nous avions développée depuis le départ. Tel est l'objet de la proposition de loi du président Urvoas. En 30 ans, Paris a accueilli plus de 67 000 nouveaux habitants. Certains arrondissements se sont dépeuplés, comme le 4e, le 6e, le 7e et le 8e arrondissement, quand d'autres ont connu une importante croissance démographique, en particulier les 18e, 19e et 20e arrondissements, qui ont absorbé la quasi-totalité de la hausse de la population parisienne. La répartition imaginée en 1982 n'avait connu aucune modification jusqu'ici et devenait de ce fait éloignée des réalités démographiques de la capitale. À travers l'article 30 de la réforme des modes de scrutin locaux, le gouvernement avait pour ambition de rectifier ces déséquilibres. Il l'avait fait en conservant les principes posés et validés à l'époque dans le cadre de la loi PLM de 1982, qui comprenait un nombre minimum de 3 sièges par arrondissement. Comme le Conseil l'a indiqué avec une grande clarté, ce seuil ne saurait être conservé car il rend mathématiquement impossible le respect de l'égalité devant le suffrage. C'est donc à raison que la répartition proposée par le président Urvoas fait sauter ce verrou. Je veux donc remercier nos collègues auteurs de la saisine, sans doute animés de la volonté de rendre hommage à la première fiction cinématographique de Louis Lumière. Non seulement la décision du Conseil constitutionnel appuie indéniablement l'intention initiale du gouvernement de revoir une répartition totalement inadaptée, mais elle fournit des éléments de méthode qui deviennent dès lors inattaquables.
Fallait-il profiter de cette décision pour tout changer? Nous avons préféré nous en tenir au respect de la tradition républicaine, selon laquelle on ne change pas les règles d'un scrutin dans l'année qui le précède. Nous sommes tenus juridiquement de procéder à un ajustement, mais ces modifications doivent être les plus limitées possibles. Le président Urvoas a ainsi fait preuve d'une grande sagesse, comme l'y invitait la coutume républicaine. Tout en assurant le respect du principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage et en répondant au vide juridique laissé par la décision du Conseil constitutionnel, sa proposition ne touche donc ni à la sectorisation par arrondissement, ni à l'effectif du Conseil de Paris, pas plus qu'au mode de scrutin en vigueur depuis plus de 30 ans à Paris, mais aussi, je vous le rappelle, à Lyon et à Marseille. Pour la moitié des arrondissements parisiens, le texte ne prévoit aucun changement. Quant aux autres, les évolutions démographiques contrastées qu'ils ont connues au cours des 30 dernières années justifient pleinement l'évolution du nombre de leurs conseillers. L'article 1er prévoit ainsi que seuls 6 sièges sur les 163 feront l'objet d'une redistribution. Le premier arrondissement perdra 2 sièges, les 2e et 4e arrondissements en perdront 1 chacun, de même que les 8e et 17e arrondissements. Les 10e, 15e, 18e, 19e et 20e se verront attribuer les sièges correspondants. Ces modifications sont cohérentes avec les évolutions démographiques observées dans la capitale depuis 1982. La méthode retenue pour cette redistribution est en outre simple et transparente, une répartition à la proportionnelle avec application des règles de la plus forte moyenne, comme c'est le cas depuis 1982, rectifiée à la marge par un correctif démographique appliqué sur 2 sièges pour réduire les écarts à la moyenne restants et respecter ainsi la jurisprudence constitutionnelle. Au regard de cette jurisprudence, le changement envisagé correspond à un progrès indéniable. Alors qu'auparavant 3 arrondissements se situaient en dehors des limites admises par le Conseil constitutionnel, la nouvelle répartition permet de réduire ces écarts à la moyenne. Là où les écarts allaient précédemment de -15 à +58%, cette amplitude sera désormais amoindrie avec une fourchette allant de -4,47 à +25,7%. Chaque conseiller de Paris représentera donc un nombre d'habitants plus proche et la voix de chaque Parisien aura un poids plus équitable. En réattribuant seulement 6 sièges, nous nous rapprochons donc considérablement de l'idéal démocratique. Il demeure néanmoins que les habitants du premier arrondissement se trouveront avec cette nouvelle répartition légèrement sous-représentés puisque leur unique élu représente 17 308 électeurs pour une moyenne de 13 766 habitants par élu dans l'ensemble de la capitale. Mais l'exigence démocratique se heurte ici aux contraintes de l'arithmétique. Si l'on ajoutait un conseiller de Paris au premier arrondissement, alors l'écart à la moyenne serait non plus de 25% en plus, mais de -37%, ce qui n'est pas envisageable. La proposition du président Urvoas est donc la seule solution possible. Elle est fondée sur le bon sens et prend de surcroît en compte tous ces éléments qui s'imposaient à cette réforme, un plus grand respect du principe d'égalité devant le suffrage et des modifications de portée limitée compte tenu du calendrier électoral. Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter en l'état cette proposition de loi. Merci.